Bonsoir à tous. Le 12 décembre dernier, en début de soirée, une folle frayeur s'est emparée des résidents de la ville de Douala, alertés qu'ils étaient d'une attaque massive perpétrée par des hordes de jeunes délinquants. Les microbes, comme on les appelle, étaient, selon des témoins, armés de machettes, couteaux et autres objets dangereux pouvant entraîner des blessures, voire plus. Ils agressaient, pillaient, vandalisaient à tout va, se déplaçant tel un essaim d'abeilles de quartier en quartier, répandant partout la même terreur. La ville de Douala, ainsi prise en tenaille, a aussitôt, par l'entremise des autorités administratives et sécuritaires locales, annoncé un train de mesures d'application immédiate pour tenter de contrer le phénomène et ramener un peu de calme et de sérénité dans la cité. Des mesures qui ont, depuis lors, connu quelques assouplissements, mais la chronique de cette folle soirée de terreur reste de forte actualité. Ce soir, mot pour mot, tente de comprendre cette soudaine irruption de violence dans une ville comme Douala, si tant est qu'elle soit avérée, comprendre, oui, mais aussi interroger la riposte de la ville et des autorités de manière plus globale face à cette autre expression du banditisme peut-être, mais peut-être encore plus de la désespérance d'une partie de notre jeunesse. C'est le sujet central de cette édition de reprise après la Coupe du Monde de football. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Sur le plateau ce soir, ils sont trois invités acteurs politiques de la société civile. À l'extrême gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Raoul Lemopi. Bonsoir Raoul. Bonsoir Cap, bonsoir mes co-discutants de la soirée, bonsoir vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes enseignant, vous vous êtes fait remarquer, on va dire, de l'opinion publique camerounaise il y a quelques mois au travers du mouvement OTS, on a trop supporté. Et non moins donc syndicaliste, enseignant et syndicaliste, merci de votre présence ici. Votre présence qui se justifie par le fait qu'évidemment, lorsqu'on parle des travers de la jeunesse, on parle aussi de l'encadrement de cette jeunesse-là. Peut-être un enseignant est aussi bienvenu pour apprécier le phénomène des microbes dont on parle ce soir. À côté de vous, un homme politique bien connu, cadre militant du SDF, le Social Democratic Front, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, ancien adjoint au maire de l'arrondissement de Douala 2e, ancien ministre du shadow cabinet de ce parti-là, Jean-Robert Wafo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Polycarp, bonsoir à tous les co-panélistes. Et à côté de vous, pour terminer, Patrick Rifoué, enseignant lui aussi, universitaire, enseignant à l'université de Douala, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Patrick. Bonsoir Polycarp, bonsoir aux co-discutants et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Alors, puisque nous avons le plaisir d'avoir un éminent membre du SDF, je pense qu'on va commencer cette émission avec l'actualité de votre parti. Avant d'entrer un peu en encas, avant d'entrer de plein pied dans le sujet qui nous interpelle ce soir, le SDF, depuis plusieurs mois maintenant, est plongé dans une crise, la crise qui ne fait que s'amplifier. On a vu cette dernière semaine des communications qui tendent à conforter l'idée que, c'est peut-être pas la Bérésina, mais qu'il y a plus que de l'eau dans le gaz au sein du SDF. Qu'est-ce qui se passe au SDF aujourd'hui? Vous avez bien fait annoncer le mot crise. Effectivement, le SDF est en crise. D'un côté, il y a, n'est-ce pas, les tenants du SDF originel, c'est-à-dire le SDF combatif, le SDF qui combat, pour me répéter, n'est-ce pas, l'ordre gouvernant, le SDF qui a pour objectif la justice, dans l'avènement d'une justice, d'une démocratie et de la surveillance, n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme. Et de l'autre côté, tout le monde le sait, moi je n'apprends rien à personne, il y a un SDF qui est collaborationniste, qui, n'est-ce pas, s'accommode, n'est-ce pas, de l'ordre gouvernant. Donc voilà, la crise, elle est bien là. Dommage pour le SDF parce qu'on aurait pu faire mieux. Parce que, voyez-vous, le problème se situe à quel niveau? Le SDF originel, le SDF collaborationniste. Oui, vous vous situez où entre mais moi, je suis dans le SDF originel. Bon, les amis, les camarades de M. Patrick Rifoué ont l'habitude de dire, et lui-même, je me rappelle, sur des plateaux de télévision, il parle
SDF pro MRC, et j'ai été de ceux qui pensent que quand on choisit d'être de l'opposition, il faut vraiment s'opposer. S'opposer, mais en étant républicain. Si on ne s'oppose pas, ça veut dire on est de la majorité présidentielle, on est de ceux qui gouvernent. Parce que le terme majorité, bon, moi je mets ça entre guillemets, parce que tout le monde sait très bien comment les élections sont organisées au Cameroun. Donc il y a, le SDF est véritablement à la croisée des chemins. Et tout ce que nous demandons, nous, qui combattons depuis près d'une trentaine d'années, c'est le respect des statuts. Parce que la seule chose qui est au-dessus de tout militant du parti, quel que soit son grade, quelle que soit la fonction qu'il occupe, c'est les statuts. Ce sont les statuts. Il faut respecter les statuts du parti. Nous avons des mécanismes qui sont bien connus. Et je ne vois pas pourquoi certaines personnes, parce que veulent à tout prix. Vous savez très bien que le chairman a annoncé qu'il ne se représentera plus. Il y a certaines personnes qui font feu de tout bois pour vouloir imposer quelqu'un. Mais quand vous prenez donc les dernières résolutions... Imposer qui? Imposer le vice-président national. Joshua aussi. Le premier vice-président national, il faut le dire désormais. Donc, bon voilà, et moi je suis de ceux qui pensent que quand on a politique, quand on a bâti une carrière comme celle du chairman qui a été un homme remarquable, il ne faut pas tuer. Qui a été? J'ai dit, il ne faut pas tuer non, vous parlez au passé, le combat. J'ai dit, il ne faut pas tuer le combat qu'on a passé le temps à mener. Je le dis avec une froideur et une gravité. Parce que, voyez-vous, je vais prendre des exemples. C'est vrai que dans des partis politiques, il y a toujours eu des dauphins putatifs. On a vu, je vais prendre le cas, en France par exemple, on a vu François Mitterrand qui avait pour dauphin putatif Laurent Fabius. Mais quand ça n'a pas marché, quand la fronde était forte, il a été obligé donc de lâcher. On a vu Chirac avec Alain Juppé. Bon, voilà, et donc quand la fronde est forte, il faut s'incliner devant les statuts du parti. On va passer rapidement, ce n'est pas l'objet de notre émission. Je suis d'accord. La fronde qui est animée par un groupe dit des 27, le G27, qui, à la faveur d'une rencontre, je crois, en Bouddha, a porté le glaive contre notamment la direction du parti, John Fondi lui-même en personne. Aujourd'hui, le G27 réclame ni plus ni moins que la démission du président national de... Le comité exécutif régional du SDF littoral s'est exprimé là-dessus. Et il y a, n'est-ce pas, des résolutions qui ont été prises. Et il est difficile de donner du tort au contenu de ces résolutions. Parce que, voyez-vous, M. Polycarpe et Somba, vous ne pouvez pas être au comité exécutif national, qui est l'instance hiérarchique du parti après le congrès. Vous ne discutez pas d'un sujet. Et on vient, le dimanche qui suit, parce que ça s'est tenu un samedi, inscrit dans des résolutions, n'est-ce pas, des dispositions qui n'ont même pas été mises en débat. Ça pose problème. Par exemple, lors d'un comité exécutif, il n'a jamais été question, n'est-ce pas, du 18-8. Le 18-8, c'est un article, donc c'est une disposition statutaire qui met les exécutifs en coordination. Et pour le cas d'espèce, on a mis en coordination les 10 régions. Bon, il y avait une région, un exécutif régional qui était en coordination, c'était le sud-ouest. Les 9 autres régions ont été mises sous coordination. Alors, quand toutes les 10 régions sont sous coordination, parce que le 18-8, c'est quoi? C'est deux déterminants. Il y a deux choses, il y a deux principes qui encadrent le 18-8. La première chose, il faut que l'exécutif qui subit dans le 18 ait posé un acte qui met à mal, n'est-ce pas, le parti. Et le deuxième déterminant, oui, c'est que la coordination, c'est-à-dire quand on dissout un exécutif, la coordination qui est donc mise sur pied vient achever le mandat en cours. Or, tous les mandats des exécutifs régionaux sont fort clos. Il n'y a aucun... Est-ce qu'on peut mettre sur pied une coordination pour venir achever un mandat qui est déjà fort clos? Ça pose problème. Ça, c'est l'interprétation des
Non, écoutez, c'est l'interprétation des textes. Oui. Parce que Oui. j'en profite, même si je ne parle pas après, même si je raccourcis dans mon temps de parole sur des sujets magnifiques que vous avez, mais permettez-moi quand même de chuter. Je précise que nous travaillons à l'organisation d'un débat intramuros SDF contre SDF. J'espère qu'on y parviendra et qu'on pourra rassembler autour d'une table toutes les factions du SDF qui sont aujourd'hui en bataille. Oui. Pour chuter, je suis convaincu que si les statuts sont respectés, le SDF s'en sort. Donc sortira gagnant de cette épreuve. Parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, je vous en prie, nous ne sommes pas là pour accompagner un parti politique, nous sommes là pour conquérir le pouvoir. Malheureusement, et ça, tout le monde le sait très bien, les méthodes, n'est-ce pas, de l'ordre gouvernant, c'est d'infiltrer les partis politiques dans les formations politiques. Non, mais écoutez, ça sont des réalités, M. Polycarpe. Monsieur Polycarpe, vous êtes un journaliste de qualité et d'exception. Vous avez couvert des événements politiques dans ce pays. Vous êtes un des rares journalistes, et ça, je le dis ici, qui maîtrise effectivement, c'est-à-dire la face cachée, n'est-ce pas, des manœuvres politiques dans ce pays. Donc vous ne pouvez pas me dire le politique et politicienne. Non, mais écoutez, politique et politicienne. Donc c'est pour vous dire que vos nous sommes sereins, mais nous sommes sereins. Mais nous sommes sereins. Voilà. Nous avons la majorité des militants avec nous, des cadres avec nous, des sympathisants avec nous. Vous êtes favorable au débat intramuros, SDF contre SDF? Je vous aviserai le moment venu. En tout cas, nous y travaillons. Patrick Rifoué, vous voulez peut-être réagir à tout ce qu'a dit Jean-Robert tout à l'heure? Non, mais écoutez, je crois que c'est étrange que dans l'intervalle, Jean-Robert Wafo, le grand théoricien, le théoricien du grand soir, a été victime d'un petit matin. Parce que quand vous entendez le chant du cygne, ce n'est pas pour annoncer que la nuit est en train de tomber. C'est au petit matin que lui et sa faction sont victimes du 18-8 qu'il dénonce. Et je pense qu'il y a quelques mois, lorsqu'on fêtait les 32 ans du SDF, j'indiquais que le SDF a 32 ans et il me semblait que le Christ est mort à 33 ans. Donc je me posais la question à ce moment-là. C'est pas la projection que vous faites? Je me posais la question simplement au regard effectivement des tensions en interne. Je me posais la question, est-ce qu'il nous arrivera de fêter les 33 ans du SDF? C'est une question qui reste ouverte parce que de mon point de vue, il y avait à peu près 3 hypothèses qui se présentaient à la faction à laquelle Jean-Robert Wafo appartient. C'est-à-dire faire allégeance au dauphin putatif, retourner au rap, parce que le patron de la faction à laquelle Jean-Robert Wafo appartient est entré au SDF par fusion-absorption. Donc il a toujours la possibilité de ressortir et d'aller créer son parti, d'aller recréer son parti. Voilà, d'aller recréer le rap, ou alors troisième hypothèse. Tu es devenu le cauchemar. Troisième hypothèse, Jean-Robert, tu permets. Il cesse de vous déranger. Jean-Robert, tu permets. Jean-Robert, tu permets. Jean-Robert, tu permets. En mars. Tu permets, Jean-Robert. Oui, donc, troisième hypothèse, la troisième hypothèse, bien entendu, c'est rejoindre le MRC. Bon, peut-être que lui, il joue. Écoutez, sérieusement, le MRC ne nous hante pas. Pour nous hanter, il faut être capable de faire plus qu'un député en 12 ans. Je suis désolé. Vous devez parler du MRC. Non, ça n'a rien à voir. J'ai mis un certain nombre... Je suis de l'opposition. Le MRC, c'est un parti. J'ai mis un certain nombre... Je comprends. C'est juste pour clarifier. Voilà, j'ai mis un certain nombre d'hypothèses. Donc, on considère qu'on a en même temps un militant du SDF sur le plateau et un sympathisant du MRC. Un militant de l'opposition. De l'opposition, ok. Donc, saisi la nuance. Je pense que j'avais mis ces 3 hypothèses-là à ce moment et au regard des récents développements... Est-ce que l'une des hypothèses ne serait pas aussi de missionner les dissidents? Est-ce que le parti ne peut pas décider de les démissionner, comme on en a vu par le passé avec le fameux 8-2? Est-ce que c'est une éventualité
la perpétuation de la crise, oui, l'approfondissement de la crise. Bon, écoutez, nous sommes dans une situation où vous avez un bureau régional qui a quand même demandé la démission du patron du parti et quasiment du NEC. Donc, c'est un peu comme si une section RDPC demandait la démission du secrétaire général et de tous les membres du président national. Mais vous imaginez bien qu'un affront pareil, une indiscipline pareille, elle finira au conseil de discipline et que c'est le conseil de discipline qui décidera du sort de ces militants-là. Donc, ils ont déjà tracé ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire, le schéma et tout. Je sais très bien, que le RDPC préfère la branche collaborationniste à la branche originelle. Très bien. Mais vous allez vous tromper et vous allez subir. Puisse lui aussi dire un mot sur le SDF et la crise actuelle. Il faut que je le dise clairement, les crises vont se multiplier, n'est-ce pas, au sein des partis politiques, parce que... des partis politiques. Oui, au sein des partis politiques. Parce que ce qu'on dit, ce qu'on est en train de parler par rapport au SDF, on a envie de voir aussi, n'est-ce pas, toutes ces mutations à l'intérieur de notre parti, le MSC. Donc il faut s'attendre à ce que les crises, n'est-ce pas, s'intensifient, puisqu'il faut qu'on dise la vérité à vos téléspectateurs, nous sommes dans une logique de fin de règne. C'est-à-dire qu'on ne peut rien interpréter aujourd'hui, indépendamment de cette logique de fin de règne. Et puis les groupes se reconstituent. C'est des choses simples à comprendre, même en sciences politiques. En fait, au Cameroun, il y a d'un côté ce qu'on peut appeler les membres du parti au pouvoir. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les membres de l'opposition. Mais la particularité, c'est que dans l'opposition, on a deux variantes. On a une opposition qui se positionne, certains ont dit nous sommes une opposition de proposition, c'est une opposition qui, historiquement, dont les objectifs ne coïncident pas véritablement avec ce qu'on sait de la science politique quand on parle de l'opposition. On voit une opposition qui est fait ami-ami, si on veut parler pour que les gens nous comprennent au quartier, qui fait ami-ami avec le régime au pouvoir. Une opposition qui utilise le parti à peu près comme un fonds de commerce, c'est-à-dire que, sachant véritablement qu'elle ne peut rien, elle tire les dividendes de sa collaboration avec le parti au pouvoir. De notre côté... Parlez de qui? Si vous pouvez mettre... Je fais une lecture d'abord intellectuelle, c'est-à-dire une lecture globale. De notre côté, on a une autre opposition qui est une opposition radicale. Cette opposition radicale est celle qui est sourde à toutes les formes de sollicitation, qu'elles soient alimentaires ou bien de positionnement venues du gouvernement. Et cette forme d'opposition, actuellement, dans une logique de fin de règne, ne peut que déranger ceux qui sont, n'est-ce pas, dans des officines obscures en train de préparer les transitions, certaines transitions dynastiques, d'autres, je ne sais pas, par-ci ou par-là. Donc, il faut le dire, le schéma que j'ai fait là se retrouve exactement dans le SDF, qui est un parti d'opposition comme tous les autres partis d'opposition. Et ce qui se passe me donne véritablement raison, parce que je ne comprends pas véritablement l'opportunité de mettre entre parenthèses les exécutifs régionaux au moment où l'action de renouvellement, n'est-ce pas, des organes de base, si je m'en tiens à ce que j'ai suivi de l'un des cadres, je veux parler du responsable régional du SDF pour le centre, je l'ai suivi à la télé, il a dit que le processus était déjà au moins à 65%. Je ne comprends pas, n'est-ce pas, ce qui se passe pour que le NEC choisisse de dessaisir tous les exécutifs régionaux du Cameroun. C'est un peu comme si on veut nous faire comprendre que tous ceux qui dirigeaient le SDF jusqu'à présent ne sont que des délinquants. Et que maintenant, il faut placer d'autres personnes pour diriger comme par décret. Or, ceux qu'on met de côté, on sait qui ont bénéficié du mandat, n'est-ce pas, de la population. Où se situe véritablement l'urgence pour que, à un moment donné, on arrête un processus qui était réellement en cours et qu'on choisit désormais d'évoluer par décret. Moi, je suis en train de lire derrière cela une stratégie pour neutraliser, n'est-ce pas, les radicaux du SDF. Ces radicaux-là qui sont un problème, n'est-ce pas, pour la tendance collaborationniste, qui veut, n'est-ce pas, placer ses propres pions dans ce qui est en train de se passer en termes
Je l'ai dit tantôt. Dans la perspective du renouvellement au sommet de l'État. Oui, dans la perspective, dans la perspective du grand soir. Du grand soir. Comme il le dit, du grand soir. Donc, moi, je comprends cela. Je comprends cela. Non, le petit matin, c'est quoi? Et je veux dire, pour chuter, je veux dire pour chuter, oui, Raoul, que nous de la société civile, nous sommes très regardants, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe dans le SDF et même dans le MNC, parce qu'on va essayer de voir si les gens voudraient qu'après le même, que ce soit le même. Et je crois que ce sera un tort qu'on aura causé aux Camerounais, surtout aux Camerounais qui ont versé leur sang depuis 1956, afin que le Cameroun soit un pays qui appartient à tous les Camerounais. Très bien. Et pour chuter sur cette affaire, puisqu'on parle du SDF, mais écoutez... J'allais poser une question précise, juste pour confirmer une information que j'ai eue il y a quelques heures. Les comptes du parti, du SDF, seraient bloqués depuis maintenant 6 mois, parce que semble-t-il le G27 a attaqué, a proféré des menaces à la banque, estimant que les gestionnaires actuels de ce compte-là y avaient accès de manière indue et que du coup il y a nécessairement besoin de faire d'abord auditer les comptes du parti avant de remettre les choses à plat, de comprendre ce qui s'y déroule. Est-ce que vous confirmez que les comptes sont bloqués? Que même le chairman Nigel Fondu ne peut plus y avoir accès? Non, mais est-ce qu'il devrait d'abord y avoir accès? D'après l'article 13.5d de nos statuts, le chéquier du parti est tenu par le trésorier national. Et ceux qui sont des signataires, il y a, n'est-ce pas, le secrétaire national aux affaires financières et éventuellement le secrétaire général. Bon, les deux principaux, je parlais du trésorier national et du secrétaire national aux affaires financières, ont fait des correspondances, ils sont retrouvés dans les réseaux sociaux. Dommage, faisant état de ce que, bon, depuis qu'ils ont été élus à ce poste, ils n'ont fait aucun mouvement. En même temps, les résolutions qui ont été rendues publiques leur demandent, n'est-ce pas, d'acheminer les documents à la commission d'audit. Bon, on verra donc ce que ça va donner, mais si les faits relatés par les deux, je veux dire, le trésorier national... Autour de 5 milliards à peu près. Je dis le trésorier national et le secrétaire national aux affaires financières, si les faits qu'ils relatent sont vrais, c'est très grave. Parce que parmi dans cet argent, puisque le SDF, c'est un parti politique qui bénéficie donc du financement public, c'est l'argent du contribuable, c'est un financement qui est tiré de la ligne 94, si les faits qui sont décriés, et je pense que c'est des responsables qui ont pris sur eux, n'est-ce pas, de faire cette correspondance, si c'est vérifié, alors là c'est très grave. Ce sera très grave. Et autre chose, c'est quoi? C'est que, ça c'est pour sortir de ce sujet du SDF. Rapidement. Le SDF c'est un parti politique qui bagarre, qui bataille pour l'avènement d'un Cameroun meilleur. Quand on parle de Cameroun meilleur, on parle de l'ensemble des Camerounais. On ne peut pas mettre sur pied, on donne un 18-8 au lieu de mettre dans des coordinations, tel que prévu par les statuts. Moi, je trouve que c'est un 18-8 qui n'est pas normal, qui n'a pas lieu d'être. Au lieu de mettre sur pied des coordinations, qu'est-ce qu'on fait? On met sur pied des équipes, des teams, des équipes constituées de 2 personnes. Il y a le team leader et puis il y a son assistant, si moi je peux dire ainsi. Le SDF s'est toujours battu pour que les Camerounais soient intégrés, d'où qu'ils viennent. Voyez-vous, la crise anglophone est née... Non, je ne tire pas. Terminons, oui, Raoul. Je vais chuter là-dessus. Jean-Robert. Il n'est pas normal que sur 10 team leaders, que tous soient des anglophones. Ça pose un problème. Je dis, ça pose un problème. C'est la discrimination inversée. Mais écoutez, c'est une forme de marginalisation, qui ne dit pas son nom. Mais heureusement, bon, j'ai quand même vu la personne qui a donc signé ce communiqué. D'abord, bon, moi je ne vais pas rentrer dans la forme, parce que quand vous signez un communiqué, il faut un cachet nominatif. Ce n'est pas le chairman, de façon. Mais si jusqu'à présent, bon, il n'y a pas eu de réaction de sa part, ça peut dire, il dit bien ça peut dire ce que ça veut dire. Mais je dis, il faudrait mettre fin à ça.
à la discrimination, n'est-ce pas, des anglophones. Dans toutes les strates de décision dans ce pays, le SGF ne saurait opposer une discrimination des francophones dans la gestion des affaires internes. Très bien, c'est entendu. Je précise une fois encore que vous allez être sollicité pour, j'espère que nous puissions tenir ce débat-là, SDF contre SDF, que nous ayons toutes les tendances sur la table et que pour de vrai, l'on essaie de comprendre ce qui se joue à l'intérieur du SDF, qui est quand même partie majeure et qui a joué un rôle, qui continue de jouer un rôle dans l'avènement de la démocratie au Cameroun. Le SDF prendra le pouvoir malgré le fait que, à l'heure où je vous parle, il y a la tirelire. Un tirelire qui est en train d'être débloqué là. La ligne 94, que les camarades de M. Rifoué, que les camarades de merci Jean-Robert, on est en train de refermer ce sujet. Venir faire pencher la balance, mais ça ne passera pas. À celui qui a été annoncé à l'entame d'émission. Le temps de prendre une petite transition et je vous reviens avec les invités dans un très court instant. Voilà, merci de nous retrouver sur le plateau de Mots pour Mots. Nous parlons donc ce soir de ce phénomène des microbes survenu la semaine dernière à Douala. Je pense que nous étions mercredi soir. Il était à peu près 19h lorsque tout le monde a pu constater à travers les réseaux sociaux des alertes d'agression ici et là dans la ville de Douala. Des témoignages angoissants. La ville était prise en tenaille par des bandes armées de couteaux, de machettes, de haches, à certaines occasions, et qui ont sémé la terreur et la panique dans toute la ville. J'ai envie de vous demander, messieurs, ce fameux mercredi soir, où étiez-vous d'abord, Raoul Lemopi? Est-ce que vous avez, vous aussi, vécu cette panique comme la plupart des Doualais l'ont vécu ce 12 décembre? Non, ce mercredi, moi j'étais à la maison, parce que habituellement, le mercredi, c'est ma journée libre au lycée. C'est aux environs de 18h30 que je reçois un premier message qui est envoyé par un ami qui est enseignant à l'université de Douala et qui, au moment des faits, se trouvait au niveau du lycée bilingue de Daïdou, me faisant état de ce que c'est très mauvais, les microbes ont envahi la zone et qu'ils se sont retranchés en face d'un établissement qui est situé, ils se sont retranchés dans un établissement scolaire qui est situé en face de l'agence de voyage sans publicité Papangassi. C'est quel quartier? Là, on a Daïdou. Daïdou. Oui, Daïdou. Aux environs de 19h, il me rappelle et relativement 10 minutes après, ma propre fille qui est étudiante à l'université de Douala, qui ce jour n'avait pas cours, me dit, papa, c'est comme si les microbes sont entrés au campus. Parce qu'on vient de m'envoyer les vidéos. Elle me fait voir les vidéos. Et le cours qui devrait être programmé, leur cours en fait, qui avait été programmé pour jeudi, a été annulé par les responsables de leur département. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre le problème au sérieux. J'ai appelé un autre collègue qui enseigne à l'université. Il m'a dit que c'est très grave, qu'ils sont tous enfermés, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'amphi. Bon, moi j'étais à Brazzaville. À Brazzaville, il n'y avait pas de problème. J'ai essayé de me placer au balcon pour voir si il devait y avoir des mouvements de foule de notre côté. Rien. Jusqu'à ce que, à 20h, si j'ai bonne mémoire, si mes souvenirs sont bien, une télévision, n'est-ce pas, proche à la vôtre, confirme l'information. Donc, s'il faut dire que j'ai été témoin oculaire, non. Je l'ai suivi par personne interposée. J'ai eu les vidéos. J'ai eu la preuve que cela a été réel. Le simple fait de renvoyer le cours qui devait se tenir jeudi, le cours a été renvoyé à vendredi à l'université de Douala. Bon, moi, je crois que c'est mon premier jet par rapport à la question que vous posez. Je crois qu'il faut remonter à lundi. Parce que le premier fait qui concerne cette situation-là a lieu lundi
lorsque vous avez une bande de jeunes venant de Makia qui investit l'hôpital Lakentini et qui en ressort avec le corps d'un présumé dealer qui avait été abattu par les forces de l'ordre. Et donc, je pense que le mardi, je suis au niveau du supermarché Cadeau, à quoi, lorsque je reçois le coup de fil de mon épouse, qui me dit qu'il y aurait des microbes à l'Okpom, donc ils sont en train de se barricader à la maison, et je reçois plusieurs alertes. Pendant que je suis au supermarché Cadeau, je vois qu'il y a des gens qui se mettent à courir dans tous les sens. Prétendument, il y aurait des microbes, mais vous avez beau regarder, personne ne voit les microbes. Le mercredi donc, c'est-à-dire le jour qui suit la séquence la plus importante, moi j'ai cours au campus 2, on l'appelle le poulailler, j'ai cours avec des étudiants de 3e année, et quand j'arrive en salle, je constate que à peu près 50% de mes étudiants sont absents. Et donc je pose la question aux camarades présents, qu'est-ce qui explique le fait que vos condisciples soient absents? Ils disent tous que c'est le traumatisme lié à l'épisode du jour précédent. Et donc moi je leur pose la question, on est autour de 13h, hein, je leur pose la question, est-ce que quelqu'un parmi vous a vu un microbe? Bon, il y a à peu près une trentaine d'étudiants à ce moment-là, personne ne peut certifier qu'il a vu un microbe. Pendant que je suis en salle, mon épouse m'appelle. Et elle m'appelle avec insistance. En principe, quand je suis en salle, je ne décroche pas. Mais comme elle m'appelle avec insistance, je finis par décrocher et je sors de la salle. Et elle me dit qu'il y a un mouvement de panique à 14 parce que nous sommes le mercredi, c'est-à-dire le jour suivant. Et il y a une alerte comme quoi il y aurait des microbes qui sont en train d'arriver. Et donc, il y a une débandade totale au niveau du marché de 14. Elle est dans une enceinte qui est barricadée et il y a des gens qui escaladent l'enceinte pour les retrouver à l'intérieur. Ça va dans tous les sens. Il y a plein de blessés. Il y a probablement eu, c'est-à-dire je n'exclus pas cette hypothèse, il y a probablement eu des microbes dans la ville de Douala, mais le fait majeur, c'est qu'il y a eu la circulation d'une information qui n'était pas exacte. C'est-à-dire qu'à beaucoup d'endroits où il y a eu des mouvements totalement irrationnel, où on a observé ces paniques morales, les microbes n'étaient pas là. Mais la nouvelle, la rumeur sur leur potentiel arrivée, parce qu'il semble qu'il y ait des benzineurs qui allaient de carrefour en carrefour pour indiquer que les microbes arrivent, mais la circulation de cette rumeur a créé une panique morale dans un certain nombre de quartiers de la ville de Douala. C'est quand même assez sidérant comme situation, cette confusion générale dans toute la ville qui entraîne le lendemain, jeudi matin, une réunion de sécurité avec le gouverneur et tout ce que la ville compte, l'autorité des forces de l'ordre et de sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est en capacité d'attester de ce qu'il y avait des bandes armées qui circulaient dans la ville de Douala. Jean-Robert Wafo, est-ce que vous, des éléments que vous avez, je sais que vous avez régulièrement écrit dessus depuis que ces événements sont survenus. Est-ce que vous avez des éléments qui attestent de ce que la ville a été attaquée par ces fameux microbes? Il faudrait plutôt poser cette question-là aux autorités de la ville. C'est vrai qu'au niveau du Nubel, dans la deuxième, du quartier Nubel dans la deuxième, je crois que c'était le mercredi, oui, il y a une alerte. On a vu des gens circuler avec les mototaxis. Et rapidement, dans le quartier où je suis à 3 arbres là, les gens ont paniqué et puis ont commencé à fermer les portes, les boutiques et tout ça, machin. Mais le vent est très rapidement passé. Quand il dit qu'il faut poser cette question aux autorités de la ville, il me souvient qu'on a installé les caméras de vidéosurveillance à chaque carrefour. Que dit le PC, donc le poste de commandement des vidéosurveillance, des caméras de vidéosurveillance? Pourquoi ce mutisme? Parce que les caméras de vidéosurveillance sont censées, n'est-ce pas, filmer.
pour ce qui se passe tout au moins au niveau des carrefours. Parce que Patrick Rufoué a dit que ça a commencé à Makia. C'est vrai, si on s'en tient au témoignage, il y a eu mort d'homme là-bas. Et le récit de Patrick Rufoué laisse ressortir, et ça, je suis d'accord avec lui, que les gars sont partis dans de Makia pour l'hôpital à Quintini, où il y avait un présumé dealer qui avait été abattu. C'est-à-dire, on tire sur lui, je crois que c'est le dimanche, et c'est le lundi qu'il décède, qu'ils vont récupérer le corps. Quand vous prenez la géographie des Douala, pour quitter Makia, quitter Mafia, à Douala 2e, Makia, c'est près du marché central. C'est en face de la mosquée, je veux dire côté droit, quand vous venez du lycée de Newbel, dans mon lycée bien Newbel, pour quitter du quartier Makia jusqu'à la Quintini, si vous passez par le lycée de Newbel, forcément, vous allez passer par le carrefour Deux Églises. C'est un carrefour qui est très fréquenté à les caméras de vidéosurveillance. Si vous passez plutôt par l'ancien cinéma Étoile, c'est-à-dire le marché Congo, vous allez passer automatiquement par la douche municipale, le carrefour de la douche municipale. Il y a des caméras de vidéosurveillance. Comment des gens ont pu quitter Makia pour atteindre la Quintini et il n'y a eu aucun signalement? Comment? Puisqu'ils marchaient ensemble, ils faisaient du boucan, ils étaient survoltés. Et généralement, il y a, n'est-ce pas, des pick-up de police à ces carrefours. Comment n'a-t-on pas pu alerter? Comment ceux qui étaient au poste de commandement de la vidéo, donc des caméras de vidéosurveillance, ont-ils alerté les autorités de la ville de ce qu'il y avait un mouvement bizarre, avec des gens qui avaient des machettes et tout? C'est de bonnes questions, on va les adresser tout à l'heure. Pourquoi ne pas faire? Le problème, c'est peut-être une faille dans le dispositif des forces de l'ordre et de sécurité. C'est vous qui parlez des PC, des caméras de surveillance. Il faut encore investiguer pour savoir si tout ce dispositif est opérationnel. Si c'est dispositif... Attendez, je n'ose pas croire que ce n'est pas opérationnel. Mais on se pose des questions ensemble. Parce que si les caméras de vidéosurveillance postées dans des carrefours, ainsi que le PC n'est pas opérationnel, c'est très grave. J'en conviens avec vous. Je dis, c'est extrêmement grave. Alors, puisque vous demandez qu'on interroge les autorités... Il faudrait mener une enquête. Nous avons réalisé sur cette défaillance. Un élément dessus, je crois le lendemain, au terme donc, de la première réunion de sécurité, la réunion de sécurité consécutive à ces événements qui a eu lieu le jeudi suivant. Le gouverneur lui-même a renforcé la confusion en semblant indiquer que voilà, c'était juste de la rumeur qui avait été répandue, malgré les mesures qu'il a énoncées et dictées derrière. Donc tout ça participe à l'incompréhension, rumeur, mais on prend quand même des mesures qui sont plutôt dures. Audrey Milingui nous permet ici de revisiter ces mesures-là et la confusion qui a régné dans la ville dans le cours de ces 24-48 heures. Invasion des microbes à Douala. Nous sommes au soir du 13 décembre 2022. Psychose dans la ville. Des supposés groupes de jeunes munis d'armes blanches sèmeraient la terreur dans les principales artères de la capitale économique du Cameroun. Faux, retorquent les autorités de la ville de Douala au lendemain de ce qui a semblé être une panique générale. La journée du 13 décembre 2022 s'avère une véritable manipulation des colporteurs de fausses nouvelles visant à perturber la quiétude de nos populations à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Immédiatement, le dispositif de lutte contre ce phénomène a été déployé. Au résultat, aucun microbe véritablement rencontré. Samuel Ibarra-Diboa, gouverneur de la région du littoral, se veut formel. Cette rumeur de microbes
serait la pure invention de personnes mal intentionnées tapies derrière les réseaux sociaux pour atteindre leur objectif. Tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Dans l'urgence, les autorités locales ont pris des mesures. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h jusqu'à nouvel avis. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. L'interpellation des colporteurs systématiques de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux, et leurs complices et leur déferment devant les parquets compétents. L'interdiction du port de machettes, couteaux et autres objets tranchants et contondants. N'empêche que le temps d'une soirée, la ville de Douala a été comme paralysée. Et shops et autres ont été contraints de fermer. La sortie des autorités met donc un terme à un imbroglio et permet désormais de démêler le vrai du faux. L'insécurité à Douala est réelle, mais une invasion en groupe de gangsters armés ne serait que pure rumeur. Rumeur donc, selon les autorités de la ville, la première d'entre elles, le gouverneur Samuel Eva Dibois, malgré les mesures prises, des mesures qui ont été assouplies il y a quelques jours, je crois 2 jours maintenant, on est passé de l'interdiction de circulation des motos de 20h à 6h du matin, à minuit à 6h du matin. Patrick Rifoué, voilà, vous avez dit que vous ne pouvez pas attester de ce qu'il y a eu effectivement des microbes, mais est-ce que vous comprenez la batterie de mesures qu'on prend derrière pour essayer de contrer un phénomène qui n'existe pas? On ne peut pas dire que le phénomène n'existe pas, parce que j'ai indiqué qu'il y a un fait générateur qui est au moins un fait réel, c'est-à-dire que ce qu'on peut attester, c'est le fait qu'il y avait des microbes qui sont allés, en tout cas ces bandes-là, je ne sais pas s'il faut les appeler microbes, pour utiliser ce vocable qui nous vient du Brésil et qui a transité par la Côte d'Ivoire. Il y a eu une bande de jeunes qui est entrée dans l'enceinte de l'hôpital La Quintini. On a tous lu le communiqué outré du directeur de l'hôpital qui s'alarmait de cette intrusion-là. Maintenant, est-ce que le mardi, c'est-à-dire le jour suivant, il y a également eu les microbes? Ça, il est difficile de l'attester. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu circulation d'une rumeur dans des lieux où manifestement il n'y avait pas de bande. Et cette circulation-là a créé des paniques morales qui ont amené des gens à poser des actes totalement irrationnels. Il y a plein de personnes qui sont blessées, mais elles ne sont pas blessées, elles n'ont pas été blessées parce qu'elles ont été agressées. Elles ont été blessées parce qu'elles ont posé des actes inconsidérés en voulant absolument se mettre à l'abri. Et donc, quand vous êtes une autorité et que vous faites face à une situation comme celle-là, il faut quand même se souvenir que nous sommes à l'approche des fêtes. Quand vous faites face à une situation comme celle-là, vous pouvez être amené à prendre des mesures qui vont être des mesures très dures. Parce que le premier enjeu, c'est de ramener la sérénité. Parce que les comportements inconsidérés dont on parle sont issus de la panique morale. Donc, il faut commencer par rassurer les populations. Et vous rassurez les populations comment? Vous avez identifié les benskinners comme des agents de propagation de cette rumeur avec une très forte viralité. C'est-à-dire qu'on voyait les microbes à Akwa, on voyait les microbes à Makepe, on voyait les microbes à Bonamoussadi, on voyait les microbes à Lokpong, ainsi de suite. Mais ça, c'était la viralisation du fait de ces agents de dissémination. Seconde chose, nous avons quand même une ville de Douala avec des pôles qui sont des pôles de forte concentration où se joue l'essentiel de l'économie de la nuit. Ces lieux-là sont connus et ils sont souvent associés à des formes d'insécurité qui sont des formes d'insécurité avérées. Donc, je suppose que le gouverneur se dit, en limitant pendant quelque temps la circulation des benskins et en faisant en sorte que les gens restent chez eux, on va ramener la sérénité en attendant de faire une évaluation ultérieure
au terme de laquelle, effectivement, on peut ajuster les mesures. Maintenant, il se trouve que lorsque vous décidez, effectivement, d'entraver la circulation à partir de 20 h, moi, je suis rentré de Yaoundé, je pense, le dimanche, et je me suis retrouvé à la gare de Bessengué. Le Yango qui en temps normal me prenait de la gare de Bessengué à chez moi à 1500, côté 3500 à ce moment-là. Il n'y avait pas de taxi dans la ville et vous aviez des gens à 23 h comme s'il était 19 h. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient de la peine à pouvoir rentrer chez elles. Et je ne parle pas des personnes qui habitent en périphérie, parce que si vous habitez à PK 21, si vous habitez à PK 22, à partir de 14, il n'y a pas de véhicules de transport qui vont là-bas. Vous devez utiliser les motos. Si vous habitez à Papas, qui est une banlieue de PK 14, à partir de la mairie de PK 14, en tout cas à partir du centre d'état civil, vous êtes contraint de prendre la moto. Donc, quand on limite la circulation comme ça, effectivement, il y a une difficulté pour le déplacement des populations, première chose. Deuxième difficulté que vous identifiez rapidement, c'est que l'économie de la nuit contribue quand même de manière significative au PIB de la ville de Douala. Donc quand vous décidez de fermer les bars, autour des bars, les femmes qui braisent au poisson et qui emploient 3-4 personnes, elles vont rester chez elles. Parce que les gens qui viennent acheter le poisson sont ceux qui sont souvent assis dans le bar. Donc il y a cette contrainte-là que vous devez gérer. Et je suppose que le gouverneur, après avoir fait une évaluation avec son état-major, 3 jours plus tard, a considéré qu'il fallait assouplir les mesures et permettre à l'économie de redémarrer, en considérant que, effectivement, si ce qui s'est passé était essentiellement dû à la rumeur, on n'avait pas à pénaliser plus que de raison les Doualais. Jean-Robert Wafo, vous avez fait une contribution ou vous avez fait des propositions pour traiter de cette question-là et voilà, des assouplissements sont arrivés. Est-ce que du coup vous êtes satisfait de la gestion de cette affaire-là depuis son déclenchement par les autorités de la ville? J'ai été le premier à dire, dès les premières mesures du gouverneur, que c'était normal qu'on combatte le phénomène des microbes. C'est un phénomène détestable qui met même en danger, n'est-ce pas, la vie des compatriotes. J'ai apprécié un certain nombre de mesures, mais il y a une qui m'a marqué, qui m'a étonné, c'était justement l'interdiction de circulation des mototaxis dans la fourchette horaire 20 h, 6 h du matin. Je ne pouvais pas me taire. Douala, c'est ma ville, c'est notre ville. C'est le poumon économique du pays. C'était criminel. J'aurais pu me taire, c'est pour ça que je dis... Vous avez donc pris la parole pour dire quoi? J'ai pris la parole, j'ai dit qu'il fallait revoir la fourchette horaire. J'ai proposé minuit, 6 h du matin. Et éventuellement, si le gouverneur dispose des informations sur la dangerosité des benziculeurs, parce que quand on parle de microbes, les microbes n'agissent pas la nuit. Hein. Les microbes agissent pour la plupart du temps en journée. Les microbes ont agi une fois la nuit, c'était il y a 2-3 ans. Au carrefour d'abord à Douala 2e, au niveau donc, du quartier Aoussa, c'était en pleine nuit, mais depuis là, généralement, ils agissent en journée. Alors je me suis posé la question de savoir, mais écoutez, quand le gouverneur prend cette mesure, est-ce qu'il a géré les risques? Parce que les administrateurs doivent apprendre également une chose. Avant de prendre une décision aussi draconienne qui impacte, n'est-ce pas, la vie des concitoyens, il faut d'abord gérer les risques. Si vous ne gérez pas les risques, vous risquez de créer un problème en sus du vrai problème. Et j'avais dit qu'il fallait faire très attention parce que forcément, il devait y avoir d'autres problèmes. La mobilité des citoyens. Comment on fait dans une ville? Comment on peut interdire des motos dans une ville de 20 h à
6 heures du matin, quand il n'y a pas de transport urbain, quand les routes sont pratiquement dégradées, quand des gens vaquent à leurs occupations jusqu'après 20 heures. La preuve, cette émission a commencé à 20h30. Et nous sommes ici. Si nous n'avons pas de véhicule, qu'est-ce qu'on fait? On va marcher à pied donc de Bonanjo jusqu'à peut-être Akwa là-bas. Encore que même à Akwa, ce n'est pas sûr qu'on trouvera un taxi. Et j'ai dit, quelqu'un qui est à Mabanda, il travaille à Akwa ou à Bonanjo, il est à Mabanda. Dès qu'il va descendre de la nationale, donc de la nouvelle route, il va entrer dans Mabanda comment? Dites-moi comment il va entrer. Puisqu'il n'y a que des motos qui entrent de ce côté. Quelqu'un qui est à Banga Pongo, il va entrer comment? L'insécurité parce que ça devait faire l'affaire des bandits. Les bandits n'allaient plus avoir besoin, n'est-ce pas, de trop réfléchir pour opérer. Ils devaient juste se mettre en route. Quand ils voient les gens venir, ils disent « Ok, vous-même venez. Fouillez-vous vous-même, remettez-nous ce que vous avez et partez. » Puis on ne peut pas mettre chaque policier derrière chaque citoyen. Alors, fort de cela, j'ai proposé qu'il fallait revoir, n'est-ce pas, la fourchette horaire. Le gouverneur a écouté, fort heureusement. Et c'est lui aussi pour moi de dire que c'est appréciable que le gouverneur ait tenu compte de toutes les propositions d'où qu'elles viennent. Il a écouté. Parce que les gens ont l'habitude de dire, quand l'opposition parle, c'est des ennemis de la République. Avec la décision donc, du gouverneur, avec cette nouvelle décision, il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent définitivement qu'on fait des propositions et qu'on est de temps en temps républicaines. J'ai dit républicaines. Et donc, c'est ce qui est déjà appréciable. Et ce qui est important pour les populations, c'est la rapidité de correction de la première mesure qui a été prise en termes de fourchette horaire. Ça, je dis, je ne vais pas considérer ça comme une reculade du gouverneur, mais je vais considérer cela comme une écoute, comme tu as dit, parce que c'est toujours bien que les administrateurs de la ville écoutent les populations. Parce que si on faisait ça au haut niveau, le Cameroun se porterait mieux. Et ça, je dis, le gouverneur... C'est la morale de l'histoire. Il n'a pas fait comme d'autres, qu'on connaît très bien. Bon, il y a même un là qui va certainement venir rencontrer, c'est les best-sellers. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Il va gesticuler comme il a l'habitude de gesticuler, alors que la situation est en train d'être maîtrisée par le gouverneur de la région du littoral. Donc, je dis... Raoul, je reviens à vous, Jean-Robert, tout à l'heure, je reviens à vous. Raoul, donc du coup, sur la gestion de cette crise depuis lundi, il y a eu donc cette série de mesures, cet assouplissement, et aujourd'hui est arrivé à Douala le ministre de l'administration territoriale qui est le chef des chefs des chefs de terre. Est-ce que vous pensez que d'abord le timing de sa venue est le bon? Est-ce que du coup, vous avez le sentiment qu'en haut lieu là-bas, le gouvernement est à la hauteur de la crise ou bien du danger que représente ce phénomène de microbe à Douala? Non, moi, je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais je peux quand même demander, quand on dit qu'on a géré la crise, on a géré en quoi et comment? Quels sont les marqueurs physiques qui permettent de dire que la crise a été gérée? Est-ce qu'on ne peut pas seulement comprendre que les microbes sont rentrés dans leur lieu de résidence, n'est-ce pas, respectifs? C'est pas ça tout le problème. Vous avez, dès l'entame, n'est-ce pas, de votre émission, vous avez si bien dit, je ne veux pas m'attarder là-dessus, qu'il y a eu comme un déni de la réalité. Moi, je suis très préoccupé par cela parce que moi, j'essaye, à mon petit niveau, simplement à comprendre l'angle de la communication choisie par Monsieur le gouverneur. Parce que véritablement, il ne peut pas avoir un déni de la réalité et puis on se met à faire des propositions. Moi, je comprends simplement que le gouverneur a choisi cet angle de communication parce qu'il fallait renvoyer à l'imagerie collective, n'est-ce pas, vivant dans la ville de Douala, l'imagerie collective de Douala. Non pas qu'il y a un chef, mais qui a
la sécurité, il fallait rassurer les investisseurs, il fallait empêcher, il fallait pas présenter le visage d'une ville criminogène à l'effet de décourager les potentiels investisseurs qui peuvent aspirer à mobiliser les fonds sur la capitale économique. Ça veut dire que la communication doit être travaillée. Mais aussi et surtout, c'est le deuxième point qui m'intéresse, quand je parle de l'angle de la communication, dans le déni, d'une manière ou d'une autre, on protège ceux qui ont la charge de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Douala précisément. Parce que je vais prendre un exemple simple, Polycarpe. Moi, je vis à Brazzaville. Si je considère le carrefour Brazzaville et le rond-point Dakar, si moi, Lebo Piraoul, je prends une plaque, même si ce n'est pas une plaque, même un morceau de tôle, j'écris sur cette tôle-là, Paul Biya va partir, je peux vous assurer que je ne pourrais pas faire 150 pas sans être interpellé. C'est-à-dire que entre le carrefour Brazzaville et le rond-point Dakar, c'est une distance de 500 mètres. Je vous assure que je ne peux pas faire 150 mètres sans être interpellé. Mais quand on voit des gens qui ont fait tout le tour d'une bonne partie de la ville de Douala, c'est-à-dire Makia, si je m'en tiens à ce que le docteur Rifo a eu à dire, Makia, la Kentini, après Dedo, si je m'en tiens à ce qui m'a été rapporté, c'était les enseignants. Je vous ai dit, c'est 2 enseignants d'université qui m'ont dit cela. J'ai eu les vidéos. Si je m'en tiens à tout cela, je me dis, et c'est ça, il y avait les microbes, Je vous ai dit qu'il y avait les microbes. Et maintenant, moi, je comprends seulement la communication du gouverneur. Alors, ma question, c'était de savoir l'interprétation que vous faites de la descente sur Douala du ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandji, qui est dans la ville depuis aujourd'hui et qui, selon l'agenda qui reste à préciser, aurait rencontré cet après-midi des associations de mototaximens. Il devrait poursuivre sa visite demain. Est-ce que le gouvernement qui donc vient en renfort, enfin tout ça c'est des membres du gouvernement, mais dans sa plus haute représentation pour ce qui est de l'administration du territoire, est-ce que vous avez le sentiment qu'à Yaoundé, on a pris vraiment ce danger très très au sérieux? Non, ça c'est du folklore. Je vais vous dire pourquoi c'est du folklore. C'est du folklore parce que si quelqu'un ne vit que de l'économie de la criminalité et dont l'outil de travail, c'est sa moto. La venue du ministre ne peut rien faire. En vérité, le ministre esquive le vrai problème. Voici à peu près le vrai problème. Et je vais vous dire comment moi je pense ma solution. Parce que regardons très bien. Ce qu'on appelle microbes, c'est simplement un euphémisme. En fait, c'est des bandits. C'est des bandits organisés. Et sur le territoire camerounais, il y a des gens qui sont chargés de résoudre la question de la sécurité. Le ministre de l'administration territoriale, je crois qu'il est le président du Conseil national de sécurité. Secrétaire permanent, merci pour le mot, n'est-ce pas, du Conseil national de sécurité. Voilà à peu près ce que moi j'essaie de comprendre. Lorsqu'on parle de l'insécurité dans la ville de Douala, il y a d'abord une insécurité organique, c'est-à-dire que la manière dont les choses sont configurées, peut-être ouvre la porte à un type de comportement rétrograde. Mais il y a aussi le fait que, je suivais encore votre journal de 20h aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre les hauts responsables de la gendarmerie avec les transporteurs, avec les camionneurs. C'est dans l'un de ces journaux-là que moi j'ai suivi en termes de récrimination qu'entre Kousséry et Douala, on dénombre à peu près 90 contrôles. Entre Garoua-Boulaye qui est à 446 km de Bétois, entre Garoua-Boulaye et Douala, on dénombre une quarantaine. Prenons un cas simple. Vous savez pertinemment que le problème de la sécurité à Douala, je ne veux pas stigmatiser les étrangers, mais quand même à la faveur de tout ce qu'on connaît dans les pays voisins, que ce soit le Tchad ou la Centrafrique, on connaît ce qui se passe dans la ville de Douala en termes de la présence d'un type de citoyens dont on ne connaît véritablement ni le nom, ni l'identité, ni rien. Ils sont là, on les voit, ils créent, n'est-ce pas, la pagaille partout, que ce soit à Yassa, que ce soit à Makia, que ce soit à Newbel. On peut se poser une question simple. Comment des pareils individus ont pu fouler le sol de Douala après être passés dans les mailles de 90 postes de gendarmerie ou bien de contrôle mixte? Parce que c'est toute la question. Parce que le roi manchot que le ministre vient faire ici,
Pourquoi c'est du pipeau? Il vient chercher, comment il va venir causer avec des... Il va venir s'entretenir avec des gens qui vivent dans ce que j'appelle l'industrie du crime. Lui, par exemple, il a fait comprendre que à Douala, par exemple, la nuit, c'est dans la nuit que plusieurs personnes, n'est-ce pas, travaillent à se faire un peu de l'argent. On sait, il y a les bars, il y a les gargotes, il y a tout. Mais aussi, c'est pendant cette période-là que ces personnes, n'est-ce pas, dont vous ne pouvez pas avoir véritablement la forme du visage en journée, opèrent. Pourquoi le ministre de l'administration territoriale, de concert avec ses collègues du gouvernement, ses collaborateurs du gouvernement, je veux parler de Galas et Toga, le 7, ou bien de Betty Assomo, qui connaît bien la ville de Douala, et actuellement il est MINDEF. Comment ils ne peuvent pas résoudre le problème en amont? Par exemple, demander à tous ceux qu'on a parqués là, les 90 postes de police, de gendarmerie, tout ça, vous faites finalement quoi? Pour que des gens, n'est-ce pas, à la moralité douteuse et qui ne vivent que du poignard et des armes de fabrication locale viennent s'aimer la terreur à Douala. À côté de ça, je vais chuter, à côté de ça, quand on parle, n'est-ce pas, du caractère poreux de nos frontières, cette porosité ne laisse pas seulement passer ce genre d'individus, mais elle laisse aussi passer les substances psychotropiques, comme les drogues. Vous allez expliquer comment que dans une ville comme Douala, ou bien dans les lycées, moi je suis dans des lycées, la drogue semble être la chose la mieux partagée. Les enfants ont tronqué les cahiers, les livres contre la drogue. Moi je crois que le problème est tellement sérieux. Pourquoi on vient me dire que le gouverneur a essayé de résoudre le problème? À mes yeux, le gouverneur n'a véritablement pas fait grand-chose. Très bien. Surtout que lui-même, il subit seulement, parce qu'il faut dire la vérité, le gouverneur et les autres autorités sécuritaires de la ville de Douala, la vérité, subissent, n'est-ce pas, la pression ou bien la charge des actes posés par leurs collaborateurs dans les frontières qui ne rendent pas véritablement possible une certaine lisibilité, n'est-ce pas, de la situation véritablement criminogène dans la ville de Douala. On en parlait parce que selon certaines estimations, qui sont difficiles à confirmer, mais au moins de manière empirique comme ça, à vue de nez, il s'est dit qu'au moins le tiers des mototaximens à Douala seraient des étrangers, notamment des originaires de la Centrafrique et du Tchad. Au moins le tiers, ce n'est la moitié du parc de mototaximens qui circulent à Douala. Ça m'amène à vous demander, messieurs, si de manière globale, Patrick Rufoué, puisqu'on parle des mesures qui ont été édictées jusqu'ici, si la réponse est à la hauteur de... Même si on est d'accord tous ensemble que voilà, c'est des rumeurs, mais le phénomène est quand même ancien. On ne parle pas seulement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Des années d'avant, le phénomène des microbes avait déjà été signalé à Douala. Est-ce que cette question est adressée de la bonne manière par le train de mesures qu'on a entendu jusqu'ici? Écoutez... Ou bien alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux pour que les citoyens, les résidents de la ville de Douala se sentent en sécurité? Oui, je vais commencer par ce qu'on ne peut pas faire. Vous savez, il y a un film qui date déjà de Tom Cruise, Minority Report. Et c'est un film assez uchronique parce que dans ce film, vous avez une police qui a un type de fonctionnement particulier. C'est-à-dire qu'elle est chargée d'arrêter les délinquants avant qu'ils n'aient commis un crime. Et c'est particulier, c'est justement particulier parce que à partir du moment où vous avez pensé à commettre un acte délictuel, ils débarquent chez vous, ils vous arrêtent. Ils ont dans les cerveaux des gens, ils vous arrêtent. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose de ce genre. On anticipe sur la manière dont vous pensez. Bon, si vous avez, je ne sais pas moi, un Centrafricain que vous retrouvez à Garoua-Boulaye, s'il a sa CNI, s'il a éventuellement son passeport, il est libre d'entrer au Cameroun et de circuler pendant 90 jours. Oui. Mais vous ne pouvez pas lui faire un procès de vous irez agresser des gens à Douala, parce que vous n'en savez rien. Sauf si on est dans Minority Report. Dans ce cas-là, effectivement, vous l'interpellerez, vous le condamnerez, même vous l'enverrez directement devant le juge et vous le condamnerez. Mais qu'est-ce que vous faites ça, 90 jours plus tard, il n'est pas retourné en Centrafrique? Est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi des mécanismes qui permettent de tracer tout ça? Lorsque 90 jours plus tard, il n'est pas retourné en Centrafrique, il est expulsable, comme ça arrive à certains de nos compatriotes en Guinée équatoriale. La loi est dure, mais c'est la loi. Et jamais on n'a fait ça au C'est Cafa. le principe. Ça, je n'en sais rien. Je suppose que s'ils restent au-delà de 90 jours, ça signifie qu'ils ont sacrifié
aux procédures qui leur permettent de rester au-delà de ce délai-là. Vous savez bien que ce n'est pas le cas, Patrick Refoué. Je préfère supposer, parce que sinon... Vous allez revenir, sinon, mais qui termine ces développements? Je préfère supposer, sinon on entre dans des supputations, c'est-à-dire que personne n'est allé faire un contrôle qui établit que ces gens sont là de manière irrégulière. C'est le travail des autorités et si elles ne le font pas, je suppose que la police des frontières qui mène des contrôles de manière régulière établit effectivement qu'ils ont la capacité de rester au Cameroun au-delà des 90 jours. Donc ça, ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Vous avez deux situations qui se superposent. Vous avez la circulation des rumeurs qui peut créer la psychose et puis vous avez une insécurité qui est structurelle. Et en la matière, Douala, c'est comme toutes les métropoles. Vous y avez affaire à une criminalité qui peut être une criminalité de loup solitaire ou de bande. Et nous avons un contexte particulier. Est-ce qu'on peut caractériser justement ce phénomène des microbes? C'est du banditisme primaire ou il y a quelque chose en sus? Je vais y arriver. Nous avons une situation qui est une situation particulière. Lorsque vous avez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, vous avez des déplacements de population. Et ces déplacements de population entraînent un accroissement de l'insécurité dans les zones où ces populations-là vont se retrouver. Lorsque vous avez une situation comme celle qui se passe à l'extrême nord, vous avez des déplacements de population. Et ces déplacements de population vont entraîner un accroissement de l'insécurité dans les centres urbains parce que ces populations ont tendance à s'agglutiner dans les grands centres. Maintenant, effectivement, quand on parle de microbes, vous avez affaire à deux types de phénomènes. Parce que moi, je considère que les bandes de jeunes qui font ce qu'on appelle le retour, ce sont aussi les microbes. Parce que l'acception originelle, la notion nous vient du Brésil et il s'agit de quoi? Il s'agit dans le film de bandes de jeunes désœuvrés qui consomment la drogue et qui se livrent à de la violence. Mais la violence a des degrés. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par aller faire le retour dans un établissement et puis vous finissez par encercler, je ne sais pas moi, le marché Koulouloun pour trousser les commerçants dans cette zone-là. Donc il y a une gradation. Mais est-ce que des bandes de jeunes qui, parce qu'on a tabassé les amis du fils de Raoul, qui a été tabassé, qui se disent au départ, on va aller venger notre ami, est-ce que ce sont des délinquants ancrés au point où il faille absolument les envoyer en prison? Je n'en suis pas certain. Maintenant, si vous avez affaire à de la criminalité organisée, c'est-à-dire des gens qui s'organisent pour aller trousser les commerçants, on a vu ça dans la ville de Douala, pour aller trousser les citoyens, effectivement, la réponse doit être différente. Mais je dis, ça ne concerne pas que les délinquants, ça concerne aussi les jeunes de quartier qui décident d'aller faire le coup de poing dans un autre quartier. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis désolé de le dire ici, on a eu à le faire. C'est-à-dire que parce qu'on a été provoqué dans un quartier où qu'un des nôtres a été tabassé dans un quartier, on se dit, on ne va pas se laisser faire. Mais ça n'a pas fait de moi un délinquant à terme. Ça n'a pas fait de tous les jeunes avec qui j'ai grandi un délinquant à terme. Mais dans d'autres cas, effectivement, ça ouvre sur les trajectoires criminelles. C'est-à-dire que ce sont des individus qui vont devenir plus tard des délinquants. Donc, il y a un travail qui doit être fait, qui est un travail de prévention. Mais ça ne concerne pas que les autorités. Ça concerne aussi les familles. Il y a un travail de prévention qui doit être fait. Et puis, il y a un travail de gestion de l'insécurité. Effectivement, c'est du ressort des autorités, mais je veux quand même signaler que le Cameroun est un pays qui fait face à 4 défis sécuritaires majeurs et que nos forces de défense et de sécurité sont en sous-effectif. Donc il faut quand même tenir compte de ce paramètre. Ils font ce qu'ils peuvent. Dernière chose, je ne pouvais pas laisser passer cet élément chez Raoul. Je veux bien qu'on me dise tout le temps que quand il s'agit d'une manifestation de l'opposition, l'état-major déploie rapidement les hommes. Mais si les microbes eux-mêmes déclaraient leur manifestation comme le font les partis politiques, on interdirait. Permets Raoul, je dis, oui, je suis... J'écris sur ma plaque, je suis d'accord, mais je vais au bout de ta logique. Je suis en train de dire une chose simple. Si les microbes eux-mêmes avaient dit, le lundi, nous on va aller à la Quintini, on aurait
déployer les forces de défense et de sécurité pour empêcher qu'ils aillent à la Kintini, exactement comme on le fait quand il y a une manifestation non autorisée. Donc, il ne faut pas utiliser ce parallèle qui, pour moi, ne tient pas. Très bien. Jean-Robert Wafo, Raoul, Jean-Robert Wafo, est-ce que du coup, vous qui êtes résident de Douala depuis une année, le phénomène des microbes, du moins, est-ce que le contexte sécuritaire qui a amené à l'instauration du commandement opérationnel, je pense à la fin des années 90, début des années 2000, est assimilable à... Est-ce qu'on peut potentiellement penser que le phénomène que nous vivons en ce moment est du même ressort que ce que les habitants de Douala ont vécu en ces temps-là, ces temps qui ont conduit à la mise sur pied du commandement opérationnel? Oui. Il ne faudrait pas qu'on essaie de tromper les Camerounais. Ce n'est pas la même chose. C'est moins grave ou c'est plus grave? Je dis, à l'époque du commandement opérationnel, c'était la grande criminalité. C'est-à-dire, ils ne s'exposaient pas en route. Hein. Ils ne s'exposaient pas en route. Et il fallait d'abord, n'est-ce pas, travailler le renseignement prévisionnel avant de mettre la main sur eux. Mais je vous ai dit cette fois-ci, ils sont partis du quartier Makia pour l'hôpital La Kintini. Ils n'ont pas pris l'avion, ils n'ont pas pris l'hélicoptère, ils n'ont pas pris la voiture, ils marchaient à pied. Les camarades de surveillance, c'était où? Déjà quittés de Makia, au niveau déjà du lycée de Nouvelle, on devait y avoir une alerte. Il n'y a pas que les caméras de vidéosurveillance. Il y a également des patrouilles. Il y a des postes de police. Il y a des annonces. Il y a la sous-préfecture qui est à côté. Dans ce quartier-là, il y a des chefs de bloc. Il y a des chefs de quartier. Les chefs de quartier sont les auxiliaires de l'administration. Ils travaillent en concertation avec, en collaboration avec le sous-préfet du coin. Et alors, tout ça, vous faites le constat de l'échec de toute cette chaîne de commandement sécuritaire. Et je vais donc apporter des propositions. Oui. Avant les propositions, vous qui connaissez bien Douala, attendez Jean-Robert, je reste avec vous, et qui avait été en responsabilité à la mairie de Douala 2e. C'est quoi ce quartier Makia dont tout le monde parle? Je ne sais pas si je ne peux pas le localiser, moi je ne suis jamais allé, mais c'est quoi ce quartier? Pourquoi à chaque fois lorsqu'on parle de banditisme, de brigandage... Je parle de ce quartier parce que tout Non, je veux qu'on comprenne c'est quoi ce quartier. Est-ce que c'est un no man's land? Est-ce que c'est un quartier dangereux? Est-ce que c'est un endroit où on coupe des gorges? C'est quoi Makia? Il faut que les gens comprennent. C'est le trafic de drogue. Et ce n'est pas le big point du trafic de drogue. Il y a un intense trafic de drogue là-bas. Ce n'est même pas seulement les quartiers de Douala, un peu partout, à Yaoundé, à Baptan. Partout, il y en a. Partout, il y en a. Et c'est pour ça que dans les propositions... Et c'est pour ça que... Parce qu'apparemment, tous ces jeunes-là viennent de Makia, semble-t-il. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre fin également à l'impunité des cartels qui trouvent leurs appuis dans les sphères insoupçonnées, n'est-ce pas, de l'élite gouvernante. Il faut le dire clairement. Vous arrêtez quelqu'un, le lendemain, on le libère. Qui le libère? Qui donne des ordres? Ce n'est pas celui qui l'a arrêté, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. Donc, ce n'est pas les éléments qui sont descendus sur le terrain. C'est qui donc? Allez investiguer. Il y a des cartels qui sont entretenus. Je tiens à vous rappeler qu'avant, le Cameroun Douala était la ville de transit de la drogue. Drogue, marijuana, etc. Mais Douala est en même temps devenu un pôle de consommation. Dans les lycées notamment, comme disait mais bien sûr, mais qui leur fournit ça là-bas? Mais qui leur fournit ça là-bas? Vous croyez que ces jeunes-là, quand ils quittent d'un quartier vous croyez qu'ils sont dans un état normal? Alors, proposition. Proposition. Mettre fin à l'impunité dont bénéficient certains cartels du fait de la protection de certaines élites gouvernantes.
De deux, il faudrait qu'il y ait un peu plus de justice sociale et de méritocratie républicaine pour que les jeunes prennent conscience de ce que s'ils travaillent, ils peuvent, n'est-ce pas, s'en sortir. Maintenant, il faudrait également qu'on augmente le budget des unités de force de maintien de l'ordre. Il faut augmenter le budget. Ne serait-ce que le budget de fonctionnement. Parce que, voyez-vous, quand c'est le budget de fonctionnement, par exemple, d'un commissariat de police, combien? 600 000 francs l'an. 600 000 francs l'an. Ça fait 50 000 par mois. C'est pour ça que quand vous appelez la police, ils vous disent on n'a pas de carburant. Moi, j'ai procès ces renseignements. Je vous le dis, il faut augmenter leur budget. Oui, ils nous regardent, tous ces commissaires de police nous regardent. Les commandants de brigade nous regardent. Il faut augmenter le budget de la DGSN, le budget du CED, et qu'il y ait un effet domino au niveau des budgets de fonctionnement des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. Il faut également augmenter le budget du renseignement prévisionnel. Parce que est-ce que l'argent qui est débloqué depuis Yaoundé, est-ce que c'est suffisant pour le renseignement prévisionnel dans une métropole comme Douala? Et de deux, est-ce que cet argent-là arrive vraiment? Parce que le renseignement prévisionnel, c'est des moyens. Les acteurs qui vont sur le terrain, faits dans le renseignement prévisionnel, doivent avoir des moyens. Je me rappelle à l'époque, quand un quartier était dangereux, qu'est-ce qu'on faisait? Je voyais parfois des anti-gangs circuler. Ils n'étaient pas en tenue. Ils vont par exemple dans une vente à porter qui est réputée dangereuse. Il vient, l'un d'eux s'avance, d'autres sont dehors, ils attendent l'alerte, il fait semblant d'avoir bu. Il commande à boire. Pour commander à boire, il faut avoir de l'argent, 1, 2, 3 bières. Et quand il se lève donc pour aller régler la facture, il sort de l'argent de la poche. D'énormes moyens. C'est-à-dire, quand il sort, vous voyez des billets de 10 000 francs. Ça attire l'attention des bandits. Et il fait donc semblant d'être saoul. Quand il sort, les bandits le suivent. C'est comme ça que, quand on vient vers lui, d'autres qui étaient en renfort neutralisent. Donc, il faut pas le niveau. C'est pas un commandement opérationnel. Ou quelque chose dans le genre. Il dit, il faut. Non, pas de commandement opérationnel. Non, nous avons des gens qui sont formés. Ça, je peux vous le dire. Dans le renseignement prévisionnel et qui sont formés dans des maîtrises, dans des techniques, n'est-ce pas, de neutralisation des bandes, de ce type de phénomène. De trois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Monsieur Polycarpe, ils sont même si tu n'as pas parlé un peu, parce que nos vies sont en danger. Autre chose, il faudrait qu'il y ait des mini-recensements qui soient organisés dans des quartiers. Je veux dire, dans des maisons. Par les mairies? Sous l'autorité du sous-préfet, en collaboration avec les mairies d'arrondissement. Qu'on aille dans chaque quartier, qu'on recense. Qu'on sache que tel habite à tel endroit. On peut mettre à contribution les chefs de quartier, les chefs de bloc, qui ne sont pas seulement là pour avoir des commissions dans la vente de terrain, mais qui doivent également travailler. On doit recenser ceux qui sont dans les maisons. De 4, il faut augmenter le nombre d'unités de forces de maintien de l'ordre. Mais cet exercice ne peut se faire que si il y a un véritable recensement général de la population. Parce que le nombre d'unités, parce que la démographie... Rapidement, Jean la démographie est l'outil de base de toute prospective, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique ou bien politique. Combien sommes-nous à Douala? Je vais vous surprendre, M. Polycarpe et Somba. Quand j'arrive comme conseiller municipal en 2007, sur les documents qu'on nous remet à la mairie, donc à la commune d'arrondissement de Douala 2e, on dit que nous sommes 700 000 habitants. En novembre 2005, on fait un recensement. Les résultats sont rendus publics 5 ans plus tard. C'est une camerounaiserie. En avril 2010, 5 ans plus tard. On nous fait comprendre qu'officiellement, à Douala 2e, nous sommes 247 401 habitants. Mais écoutez, parce que quand je le dis, c'est parce que
la création de nouvelles unités de maintien de l'ordre est proportionnelle au nombre d'habitants. Donc dès que vous ratez cela, vous avez tout raté. Quand on a biaisé le nombre d'habitants. Ça veut dire qu'on biaise. On a tout biaisé. On a tout biaisé sur très bien, j'ai bien compris. Sur le plan sécuritaire. On va boucler. Le temps, malheureusement, on a perdu du temps avec le débat sur le SDF. Sur le SDF. Bon, vous êtes, Raoul. Pas, non, c'est une taquinerie. C'est pas bien méchant. Raoul, pour sortir de ce débat, avec la permission de la réalisation, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi d'adresser de manière inversée le message qu'envoient ces jeunes? Parce que voyez-vous, on est ici entre personnes, on va dire des cadres moyens de la société camerounaise, mais est-ce qu'on va continuer comme ça à observer cette jeunesse qui est en totale désespérance, par milliers, ce n'est par millions, il n'y a pas de débouché, il n'y a absolument rien qui s'offre à eux? Est-ce que vous pensez que de continuer comme ça, et l'écart entre riches et pauvres qui ne fait que se creuser, est-ce qu'il n'y a pas aussi un message que ces jeunes envoient à toute la société, à toute la communauté nationale que, écoutez, ça ne va pas. Peut-être qu'il faut adresser, Jean-Robert l'a indiqué minimalement tout à l'heure, la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes qui parfois sont formés, diplômés de nos écoles et de nos universités, mais qui ne trouvent rien et qui vieillissent étant entre les... Mais il trouve que c'est des médiocres qui trouvent leur place au soleil. C'est pour ça que j'ai parlé de la méritocratie républicaine. Raoul, je pense que nous avons la chance d'être sur le plateau avec un enseignant de l'université, un docteur en communication. Il connaît mieux la sémiotique que moi. Tout comportement dans la société est une forme de langage, si on peut commencer par le dire. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des oreilles assez disposées? Est-ce qu'il y a des oreilles assez disposées pour écouter ce langage? Est-ce que ceux que la société, n'est-ce pas, a eu à choisir, la société a eu à choisir, n'est-ce pas, afin qu'ils s'affairent à ce genre de discours, ont véritablement du temps, n'est-ce pas, à écouter cette jeunesse. Moi, je crois, et je le dis, nous avons le malheur, nous qui vivons à Douala, nous avons le malheur de vivre à Douala, une ville... nous avons le malheur de vivre à Douala, la ville des affaires, et le malheur, c'est justement parce que l'immense majorité des administratifs chargés de gérer ces questions sont devenus des affairistes. Et vous savez que dans un pays, lorsque les agents de renseignement deviennent les hommes d'affaires, nous sommes foutus. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on veut résoudre ce problème de manière sérieuse et définitive, je ne suis pas en train de parler de moyens. Vous avez dit des choses qui sont très importantes. Si on veut résoudre ce problème de manière sérieuse et définitive, le remède est là, il se connu par tout le monde. Que ceux qui dirigent le Cameroun commencent pas à aimer le Cameroun. Pour moi, ce n'est que ça. Que ceux qui dirigent le Cameroun commencent par aimer le Cameroun. Si on n'aime pas le Cameroun, si on pose le Cameroun comme simplement une vache à lait, si on est à Douala, n'est-ce pas, pour évaluer la manière dont les porte-monnaies doivent grandir de jour en jour, je peux vous dire que cette économie de la criminalité, cette industrie de la criminalité, avec tous ces entrepreneurs, c'est tous ces entrepreneurs qui sont tapis dans les services publics là, cette industrie va aller seulement de manière prospérante. Et c'est le plus grand danger, parce que je veux chuter là pour dire que le contrat social, n'est-ce pas, qui définit la nature des rapports entre les gouvernants et les gouvernés, consacre aussi, et quand il parle de moi, consacre aussi un ensemble d'enveloppes, n'est-ce pas, allouées à un ensemble d'activités. La sécurité, pour le cas du Cameroun, je crois quand même que le MINDEF est à l'enveloppe quand même la plus consistante. Quand on parle, n'est-ce pas, des lois des finances, je crois que vous connaissez mieux ces choses que moi. Moi, je me dis que c'est un problème, n'est-ce pas, de désamour entre les gouvernants et leur peuple, un peuple qui est véritablement abandonné à lui-même. Il faut qu'on le dise très exactement. Et si ceux qui dirigent le Cameroun, ceux qui dirigent la ville de Douala, s'ils ne commencent pas par aimer la ville qu'ils vont diriger, ou bien qu'ils ont la charge de diriger, je peux vous assurer on n'est pas sorti de l'auberge. Nous sommes en danger. Très bien. Non, et puis moi, je vais dire une chose. En sus des propositions que moi, je viens de faire, oui, il faudrait également multiplier les contrôles inopinés dans les quartiers, dans les carrefours. Et les rafles. À l'époque, on faisait des rafles dans les quartiers. Les contrôles d'identification des motos-taximens. Et ça, je suis par exemple, une des mesures, n'est-ce pas, du gouverneur, c'est que les motos
qui ont été mises en fourrière pour venir les sortir, pour venir sortir une moto, vous présentez les interventions. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que, ensuite de ces propositions, il faut mettre en application l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Parce qu'il n'est pas normal, par exemple, parce qu'il n'est pas normal que un élément, je veux dire un responsable ou un élément des FMO ait une fortune terrible. Ça pose problème. Patrick, on va terminer. C'est important. On a convoqué le sémiologue. Est-ce que, du coup, la question que je lui posais, il n'y a pas un message qu'il faut lire dans un autre sens, le message que ces jeunes, en désespoir de cause, envoient à la société? Écoutez, il y a deux façons de voir la chose. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire une lecture, j'ai envie de dire, socialiste. Et puis vous pouvez faire une lecture, vous pouvez faire une lecture libérale. Quand vous allez faire une lecture socialiste, effectivement, vous allez avoir tendance à imputer la responsabilité de ces situations, soit à la société, soit au gouvernement, soit vous allez faire une lecture libérale et vous allez considérer que les individus sont responsables d'eux-mêmes et de ce qu'ils deviennent. Donc c'est d'abord une perspective idéologique qui influence ce type de lecture. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis un parent. Je suis au premier chef responsable de l'orientation de mes enfants, au moins jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. S'ils échouent, permettez. Vous êtes un cadre de la société, oui. Vous êtes un enseignant oui. d'université, vous êtes un intellectuel. Je ne fais pas dans la langue. Parce que dans les deux idéologies, par exemple, qu'une idéologie soit socialiste ou libérale, dans tous les pays, au moins, il y a par exemple ce qu'on appelle la loi sur l'enrichissement illicite. Que la loi le pouvoir soit libéral. Illicite n'a rien à voir avec je suis désolé pour vous. Mais si, ça change quelque chose. Parce qu'à partir de cette loi-là, par exemple, les cartels de drogue seront démantelés. Très bien. Permettez. Patrick. Je dis, vous êtes responsable, d'abord, la cellule familiale est responsable au premier chef. Mais vous devez faire attention parce que j'ai dit tout à l'heure, quand on dit microbe, c'est le groupe de paix dans lequel votre enfant se retrouve et qui effectivement, dans une carrière criminelle, peut se développer. Mais si vous ne faites pas attention à ces éléments-là, effectivement, il peut y avoir des dérives. Maintenant, après ce premier niveau de responsabilité, effectivement, il y a un niveau plus collectif qu'il s'agit du traitement de la criminalité. Et j'ai indiqué tout à l'heure que nous avons un certain nombre de contraintes. Et je suis désolé de le dire ici, moi, je n'ai pas envie d'alarmer les gens, mais il y a un isomorphisme entre l'urbanisation et la criminalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le développement de l'urbanisation sans un niveau de criminalité correspondant. Maintenant, il faut voir comment... Maintenant, il faut voir comment... Pourquoi vous ne recevez pas les 15% de transfert? C'est 19,5% pour le budget 2023. Donc, on a dépassé la jauge. Achevez, Patrick. Donc, que vous avez dépassé quoi? Je dis c'est 19,5%. Déjà les 15% de l'année passée. Jean-Robert, c'est 19,5%. On n'a pas pu atteindre les 15%. Messieurs, on en était à 7%. Merci. 19,5% pour le budget précédent. Donc, ensuite, effectivement, il serait souhaitable qu'il y ait davantage d'effectifs. Mais qui dit davantage d'effectifs dit davantage de moyens. Est-ce que nous en sommes capables, alors que nous devons gérer le nord-ouest et le sud-ouest, alors que nous devons gérer l'extrême nord, alors que nous devons gérer l'insécurité résiduelle sur la frontière orientale? Moi, je ne sais pas. Chantier prioritaire, développer le pays, faire des routes et tout le reste. Non, je ne peux pas accepter ça, monsieur Polycarpe, parce que les microbes, c'est même avant la guerre du Nozo. Donc, il ne faut pas qu'ils disent n'importe quoi ici. Ah bon? Ah oui. La preuve, le commandement opérationnel était là avant. On ne parlait pas de microbes, on parlait de... Merci à vous, merci Jean-Robert, merci Raoul, merci Patrick Rufoué, merci à vous surtout qui nous avez regardé ce soir. J'espère que ces 1h30 auront permis au moins aux uns aux autres de comprendre ce phénomène et surtout que les mesures édictées ici pour régler ce phénomène rencontreront l'oreille, l'écoute des autorités en charge de ces questions-là. Merci à vous tous
Une fois de plus, merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à préparer cette émission. Et à très vite sur nos antennes. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.